Mes parents ont dit que je n'étais pas invité au mariage de mon frère. Après que je lui ai offert une maison d'une valeur de 770 000 $. C'est seulement pour la famille la plus proche, Harry mon frère. Alors, pendant que le mariage battait son plein, j'ai vendu la maison. Ce que la mariée a fait, quand ils sont arrivés à la maison, a plongé tout le monde dans le silence. Mes parents ont dit que je n'étais pas invité au mariage de mon frère. Après que je lui ai offert une maison, d'une valeur de 770 000 $. C'est seulement pour la famille la plus proche, Harry mon frère. Alors, pendant que le mariage battait son plein, j'ai vendu la maison. Ce que la mariée a fait, quand ils sont arrivés sur les lieux, a plongé tout le monde dans le silence. Tu n'es pas sur la liste, avait dit mon frère, à propos de son propre mariage. Dans la maison que je lui avais achetée. Cette phrase lui a coûté 770 000 $. Cela a coûté une fille à mon père, et cela m'a coûté ma dernière once d'espoir. Celle que ma famille me considère un jour comme l'une des leurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne à cette réception de 200 invités ne savait, c'est que le toit au-dessus de leur tête portait toujours mon nom. Et que je venais tout juste de le céder à quelqu'un d'autre. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer et vous abonner. Mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Laissez votre position et votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous me regardez. Je m'appelle Sierra. J'ai 31 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai perdu une famille. Pour finalement me trouver moi-même. Maintenant, laissez-moi vous ramener 17 ans en arrière, au jour où ma mère est morte. Et où tout a basculé. Ma mère est décédée un mardi d'octobre. J'avais 14 ans. Elle était malade depuis 2 ans. Un cancer des ovaires. Et vers la fin, elle pesait moins que moi. Mais elle n'a jamais cessé d'être la personne la plus forte de la pièce. Ma mère était la seule, dans cette maison, qui nous traitait de la même manière. Dalton recevait un nouveau vélo, je recevais un nouveau vélo. Il recevait de l'aide pour ses devoirs, je recevais de l'aide pour mes devoirs. Elle ne croyait pas au favoritisme. Elle croyait en l'équité. Les funérailles étaient intimes, un ciel gris, de l'herbe mouillée. Je me souviens de l'odeur des lys, mélangée à celle de la boue. Mon père se tenait près du cercueil, le bras autour de Dalton. Mon frère avait 16 ans, et il était déjà plus grand que papa. Gérald, c'est mon père, a serré Dalton contre lui, et a dit. Assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est toi l'homme de la maison maintenant. Mon fils. Je me tenais à 1 mètre de là. Personne ne m'a rien dit, à l'exception d'une seule personne. Patricia Callahan, Patty, la meilleure amie de ma mère depuis l'université. Elle m'a trouvé debout, toute seule, près du dernier banc de l'église. Après que tout le monde soit sorti. Elle s'est accroupie, a pris mes mains, et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai promis à ta mère que je te soutiendrai toujours, a-t-elle dit. Souviens-toi de ça, d'accord? J'ai hoché la tête. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas vraiment. Ce que je ne savais pas, ce que je n'apprendrai que des années plus tard, c'est que ma mère, dans ces dernières semaines, avait demandé à Patty de devenir ma marraine légale. Elle avait signé des papiers, des documents formels, contraignants, la totale. À l'époque, cela semblait être une simple formalité. Un geste sentimental de la part d'une femme mourante. Ce n'était pas le cas. Ma mère savait quelque chose que j'ignorais. Elle savait ce que mon père allait devenir, sans elle pour le canaliser. Et elle a eu raison, sur absolument chacune de ses craintes. Après les funérailles, notre maison s'est divisée en 2 mondes. Le monde de Dalton avait tout. Une voiture pour son 16e anniversaire. Une Mustang d'occasion, certes, mais tout de même. Un fonds d'études, que papa a commencé à renflouer chaque mois. Des cours de golf, au club où jouaient les amis de Gérald. Des week-ends entiers, pour aller visiter des campus. Une chambre, qui a été repeinte 2 fois. Mon monde, lui, se contentait des restes. J'ai demandé à papa de l'argent pour mes manuels scolaires, lors de ma 2e année de lycée. Il n'a même pas levé les yeux de la télévision.
Demande à ton frère, a-t-il dit. Je lui ai déjà donné le budget. Le budget? Comme s'il y avait une cagnotte commune, et que Dalton s'était servi le premier. J'ai commencé à travailler dans un café, la semaine de mes 16 ans. Des services à 4h30 du matin, avant d'aller en cours. J'ai acheté mes propres cahiers, ma propre calculatrice, et mon propre manteau d'hiver. Quand la fermeture éclair de l'ancien a lâché et que personne ne l'a remarqué. Un soir, j'ai eu besoin d'emprunter la voiture de Dalton. J'avais un entretien pour une bourse, le lendemain matin. C'était ma seule chance, pour pouvoir me payer l'université. Les bus ne passaient pas assez tôt. J'ai frappé à sa porte. Est-ce que je peux t'emprunter la voiture demain? Juste pour 2 heures. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'en ai besoin. Prends le bus. Le bus ne passe pas à 6 heures du matin, Dalton. C'est pas mon problème. J'ai marché 4 kilomètres dans le noir, pour arriver à cet entretien. Et j'ai obtenu la bourse. Mais voici ce qui m'a fait le plus mal, j'ai découvert plus tard, des années plus tard. Quand Patty m'a aidé à fouiller dans de vieux relevés bancaires. Que ma mère avait aussi ouvert un fonds d'études pour moi, d'un montant égal à celui de Dalton. Après sa mort, Gérald a discrètement transféré chaque dollar, sur le compte de Dalton. Absolument chaque dollar. Il n'a même pas attendu une année entière. J'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée, un samedi de juin. Avec les félicitations du jury, membre de la Société d'honneur nationale. Et une bourse complète pour l'université d'État. Ce même après-midi, Gérald a emmené Dalton voir un match de basket. J'ai traversé la scène toute seule, ou presque. Quand j'ai balayé les gradins du regard. Ces rangées et ces rangées de familles tenant des fleurs et des ballons. J'ai trouvé un seul visage familier, Patty, au 3e rang, sur le côté gauche. Elle applaudissait si fort que tout son corps en tremblait. Elle avait un simple tournesol sur les genoux. Ce soir-là, j'ai fait 2 valises. Gérald était dans le salon, en train de regarder les informations sportives. Je suis passé devant lui avec mes sacs, et il a levé les yeux. Tu pars? Oui. Ferme la porte à clé en sortant. Et c'était tout. Pas de câlin. Pas de « bonne chance ». Pas de « appelle-moi quand tu seras arrivé ». Juste, ferme la porte à clé. J'ai loué une chambre au-dessus d'une laverie, dans une ville universitaire. Située à 40 minutes de là. Je faisais 2 boulots, le café le matin, le restaurant le soir. J'étudiais entre les deux. Je dormais 4 heures par nuit, quand j'avais de la chance. Patty a proposé de m'aider financièrement. Elle m'a fait asseoir à la table de sa cuisine, avec un carnet de chèques, et a dit « Ta mère t'a laissé quelque chose avec moi. Laisse-moi l'utiliser. » J'ai répondu « Non, je dois y arriver par moi-même, Patty. Si j'accepte ton argent, je ne saurai jamais si je suis capable de m'en sortir toute seule. » Elle a rangé le carnet de chèques. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement hoché la tête, et a dit « Tu parles exactement comme ta mère. » J'ai obtenu ma licence d'agent immobilier à 22 ans, réalisé ma première vente à 23 ans. Et atteint mon premier chiffre d'affaires à 6 chiffres à 26 ans. 10 ans après avoir fermé cette porte à clé derrière moi. Je me tenais devant une maison d'une valeur de 770 000 $. Et j'ai signé l'acte de propriété de mon nom, mais ce n'était pas pour moi. L'appel est arrivé un mercredi. Je n'avais pas eu de nouvelles de Gérald depuis presque 3 ans. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas d'invitation pour Thanksgiving. Pas de « Comment vas-tu ?» Rien. Puis, sorti de nulle part, « Sierra, c'est ton père. » Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas posé de questions sur mon travail, ma santé, ou ma vie. Il est allé droit au but. Ton frère a besoin d'un endroit où vivre. Ça devient sérieux avec une fille issue d'une bonne famille. Il ne peut pas se contenter de louer un petit appartement. Aide-le. Pas de « pourrais-tu envisager de » ni de « si tu en as les moyens ». Juste, aide-le. Comme si j'étais l'homme à tout faire de la famille,
et qu'un robinet fuyait. J'avais 29 ans. J'avais conclu plus de 40 ventes cette année-là. J'avais des économies. J'avais une réputation. J'avais construit chaque aspect de ma vie, sans la moindre aide de l'homme à l'autre bout du fil. Et pourtant, oui, pourtant, une petite voix au fond de moi s'est dit, peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que si je fais ça, ils me verront enfin. Peut-être que si je donne assez, je serai enfin suffisante à leurs yeux. Alors, j'ai acheté la maison. Une maison de style colonial, avec 4 chambres, située dans une belle banlieue. Un toit neuf, un grand jardin, pour 770,000 $. J'ai gardé l'acte de propriété à mon nom. C'est la seule chose que j'ai faite correctement, et ce n'était même pas mon idée. Patty était assise en face de moi, le jour où je le lui ai annoncé. Elle n'a pas crié. Elle a posé sa tasse de café lentement, et elle a dit, « Tu essaies d'acheter son amour. » Sierra. Ça ne marche pas comme ça. Je sais, ai-je répondu. Vraiment? Promets-moi juste de garder une copie de l'acte de propriété. Elle a pris les papiers. Elle m'a regardé de la même manière qu'on regarde quelqu'un marcher vers une falaise. Sans pouvoir s'arrêter. Garde ton nom sur cet acte, Sierra. Promets-le-moi. J'ai promis. Dalton a emménagé une semaine plus tard. Il n'a pas demandé une seule fois quel nom figurait sur les papiers. Ça a commencé par de petits détails, si petits que je l'ai à peine remarqué. À Thanksgiving, la première année après l'emménagement de Dalton. J'ai appelé pour demander à quelle heure était le dîner. Il a répondu, « Oh. La famille de Nicole vient cette année. Nous n'avons pas vraiment assez de chaises. Peut-être la prochaine fois. » La prochaine fois. À Noël, nous allons chez les Ashford cette année. Chez eux. C'est plus grand. Tu sais comment c'est. Pour l'anniversaire de Gérald, en février. C'est juste un petit dîner. On ne voulait pas en faire toute une histoire. À chaque fois, une nouvelle excuse. Et chaque excuse était juste assez crédible. Pour que je puisse l'avaler si je ne réfléchissais pas trop. Mais j'ai réfléchi. Dalton fréquentait Nicole Ashford. Sa famille avait de l'argent, du vrai argent, le club de golf, les galas de charité. Leur nom de famille inscrit sur l'aile d'un hôpital. Nicole avait l'air adorable, d'après le peu que j'en avais entendu. Dalton, lui, jouait le rôle de sa vie, le fils dévoué, issu d'une petite famille très unie. Le genre d'homme qu'une fille comme Nicole pouvait ramener à la maison, pour le présenter à sa mère. Et moi, je ne rentrais pas dans cette histoire. Il a commencé à m'effacer du tableau, lentement, avec précaution. Comme quelqu'un qui retouche une vieille photo pour y gommer un détail. J'ai découvert jusqu'où il était allé un soir de décembre. En faisant défiler le compte Instagram de Nicole. C'était là, sous mes yeux. Une photo de Dalton, Gérald, Nicole, et ses parents, tous debout autour de la table à manger. Dans ma maison. Une guirlande de Noël sur la rampe d'escalier que j'avais choisie. Des bougies sur la cheminée que j'avais payée, et la légende disait, Noël en famille. Dans notre maison. Juste nous, une petite famille. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Notre maison. Une petite famille. J'ai fixé cette photo pendant 30 bonnes secondes. Puis, j'ai fait une capture d'écran. Et je l'ai sauvegardée dans un dossier qui n'avait pas encore de nom. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Quelque chose, au fond de mes tripes, m'a dit de le faire. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à la voix de ma mère. Le coup de fil qui a tout changé ne venait pas de Dalton. Il ne venait pas de Gérald. Il venait de Rachel Park, une collègue de mon agence immobilière. Nous avions conclu une 12aine de ventes ensemble. Elle connaissait bien son métier, et elle savait écouter. Sierra, c'est un peu gênant, a-t-elle dit un après-midi. Mais est-ce que ton frère vit dans cette maison coloniale? Oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un correspondant à sa description est venu en consultation au cabinet de Jim Bowen la semaine dernière. Pour se renseigner sur la prescription acquisitive.
Mon estomac s'est noué. La prescription acquisitive. C'est un concept juridique. Si quelqu'un vit dans une propriété assez longtemps, de manière ouverte et continue, sans que le propriétaire réel ne s'y oppose, il peut finir par déposer une demande pour en obtenir la propriété. Cela prend des années. Les règles varient selon les États. Mais Dalton posait des questions. Il cherchait un moyen de me prendre ma maison, en toute légalité. J'ai appelé Patty ce soir-là. Elle a confirmé ce que je craignais déjà. S'il remplit les bons documents, et que tu ne contestes pas la situation d'ici quelques années, il pourrait avoir un dossier solide, a-t-elle dit. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais le fait même qu'il se renseigne, ça te dit tout ce qu'il y a à savoir. Et c'était le cas. Je ne perdais pas seulement une maison. Je perdais la fiction que je m'étais construite. Cette illusion que, quelque part, sous le silence et les excuses, ma famille voulait toujours de moi. Que la maison était un pont entre nous, et non une simple transaction. Que les liens du sang signifiaient encore quelque chose. Mais je n'ai pas agi. Pas tout de suite. Il restait une dernière épreuve, le mariage. Dalton et Nicole s'étaient fiancés en janvier. Le mariage était prévu pour le mois de juin. 200 invités. Je me suis dit, s'il m'invite, il y a encore de l'espoir. S'il m'inclut dans le plus beau jour de sa vie, alors peut-être. Peut-être. Mais j'avais tort sur toute la ligne. Les invitations ont été envoyées en mars. 200 invitations. Et pas une seule ne portait mon nom. Je l'ai appris par Karen. Karen Webb, ma plus vieille amie. Nous nous connaissions depuis le collège. Elle était l'une des rares personnes à connaître les deux facettes de l'histoire de ma famille. Et elle ne m'a jamais laissé faire semblant que tout allait bien, quand ce n'était pas le cas. Elle a appelé un jeudi après-midi. Joyeuse, sans se douter de rien. Et, j'ai reçu l'invitation. Alors? Tu vas faire un discours ou quelque chose du genre? Tu es demoiselle d'honneur? Le silence a duré 6 longues secondes. Elle a compris avant même que je ne prononce un mot. Sierra. Tu as bien reçu une invitation, n'est-ce pas? Non. Tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Elle m'a envoyé une photo de l'invitation par texto. Un papier cartonné épais, de couleur crème, avec des lettres dorées en relief. Dalton Andrew Mercer et Nicole Elizabeth Ashford. Le 15 juin, 200 invités. La réception suivra. Au domicile du couple. Au domicile du couple. Dans ma maison. J'ai appelé Dalton. Ça a sonné 4 fois, puis c'est passé sur la messagerie. J'ai rappelé. Même chose. J'ai envoyé un texto à Dalton, j'ai vu l'invitation. Est-ce que je suis convié? 3 heures. 3 heures à fixer mon téléphone, comme s'il me devait quelque chose. Puis, la réponse est tombée, Sierra. Nous en avons déjà parlé. La liste d'invités est très restreinte. La famille de Nicole est prioritaire. Ne ramène pas tout à toi. Nous en avons déjà parlé. Nous n'en avions jamais parlé. Nous ne parlions plus de rien, tout simplement parce qu'il avait cessé de répondre à mes appels. Il y a 2 ans de cela. J'ai tapé la seule chose qui comptait vraiment, le mariage a lieu chez moi, Dalton. L'accusé de lecture est apparu immédiatement. Puis, c'est ma maison depuis 2 ans. Tout le monde le sait. J'ai lu cette phrase 3 fois. À chaque lecture, une partie différente de moi s'est brisée. La première lecture a brisé la sœur. La deuxième a brisé la pacificatrice. La troisième a brisé la dernière part de moi-même. Celle qui croyait encore que donner était suffisant. J'ai posé le téléphone, et j'ai commencé à penser clairement. Pour la première fois depuis des années. J'ai appelé Gérald le lendemain matin. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il s'y attendait. Papa, tu savais que je n'étais pas invité? Le mariage de ton frère? C'est lui qui fixe les règles. C'est ma maison, papa. Tu la lui as donnée. C'est fait.
Je ne lui ai pas donné. Je l'ai laissé y vivre. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Une pause. Je pouvais entendre la télévision en bruit de fond. Il n'avait même pas coupé le son. Sierra, ne commence pas. Tu fais toujours ça. Faire quoi, papa? Transformer chaque chose en drame. Laisse ton frère être heureux, pour une fois. Pour une fois. Comme si on avait déjà refusé une seule chose à Dalton, dans toute sa vie. Comme si le bonheur était une tarte, qu'il n'y avait qu'une seule part. Et qu'elle portait le nom de Dalton. Et moi, alors, ai-je dit. Le silence s'est prolongé. Juste assez longtemps pour que je puisse entendre les commentaires du match qu'il était en train de regarder. Puis, doucement, presque gentiment, ce qui a rendu la chose encore pire. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Il a raccroché. Je suis resté assise sur le sol de ma cuisine pendant un long moment après ça, sans pleurer. J'étais juste assise là, tenant le téléphone sur mes genoux, comme un objet mort. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Il l'a dit comme si c'était un compliment. Comme si ma capacité à survivre à tout ce qu'il me faisait subir, était une qualité. Et non une cicatrice. Comme si le fait que je retombe toujours sur mes pattes signifiait qu'ils avaient le droit de continuer à me pousser dans le vide. Cette phrase, ces quelques mots, c'était la chose la plus cruelle que mon père m'ait jamais dite. Pas parce qu'il l'a dite avec colère, mais parce qu'il était calme, et qu'il y croyait. Parce que, dans son esprit, c'était une permission. La permission de ne plus jamais être là pour moi. Et il ne l'a plus jamais été. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai écrit un long message à Dalton. Sans colère, sans supplier, j'ai juste été honnête. Je lui ai tout dit. Chaque fête de famille que j'ai manqué. Chaque appel qu'il ne m'a pas rendu. Chaque fois où je lui ai trouvé des excuses, parce que la vérité était trop lourde à porter. Je lui ai parlé du fonds d'études que papa m'avait pris. Je lui ai dit que j'avais acheté cette maison, parce que je pensais que cela nous rapprocherait. Je lui ai posé une seule question, est-ce que tu veux vraiment que je sorte de ta vie? Ou est-ce que tu étais juste trop à l'aise, pour remarquer que j'étais toujours là? Il l'a lu. La petite coche est devenue bleue. Il n'a pas répondu. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Bonjour, Sierra. C'est Nicole. Ma poitrine s'est serrée. Dalton m'a dit que tu lui mettais la pression. À propos du mariage. Je comprends que tu te sentes mise à l'écart. Mais c'est notre journée. S'il te plaît, respecte nos souhaits. Puis, un deuxième message, nous apprécions la maison. Mais ne l'utilise pas comme un moyen de chantage. J'ai lu ça 2 fois. Ne l'utilise pas comme un moyen de chantage. Dalton ne m'avait pas seulement exclu. Il avait monté toute une histoire de toutes pièces. Dans sa version, j'étais la sœur difficile. Celle qui n'arrivait pas à tourner la page. Celle qui faisait miroiter de l'argent, pour contrôler les gens. Il avait inversé les rôles. Il avait fait de moi, la personne qui donnait tout, la personne qui se servait de tout. Et Nicole l'avait cru. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Elle ne m'avait jamais rencontré. Elle ignorait même mon existence, jusqu'à ce que je devienne un problème. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail. J'ai fixé le plafond. Je n'ai pas pleuré. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pleuré. Quelque chose a basculé au fond de moi, juste derrière mes côtes. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Quelque chose qui ressemblait au déclic d'une serrure qui se ferme. Sur une porte que j'avais maintenue ouverte pendant 17 ans. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai cherché le numéro de téléphone de Russell Tate. Patty n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Je l'ai appelé à 21h, ce soir-là. Je lui ai tout raconté. L'invitation, les textos, les mots de Gérald, le message de Nicole. Je lui ai dit ce que Dalton racontait aux autres. Je lui ai parlé de ses recherches sur la prescription acquisitive.
Et j'ai dit la chose que j'avais eu peur de dire à voix haute, je crois que j'ai été stupide. Patty. Elle est restée silencieuse un instant. Puis. Tu n'as pas été stupide. Tu as été une fille qui aimait sa famille. Ce n'est pas une faiblesse. Sierra. C'est la personne que ta mère a élevée. J'ai pressé mon poing contre ma bouche, pour ne pas m'effondrer. L'acte de propriété, a-t-elle demandé. Il est toujours à ton nom. Oui. Bien. C'est la seule chose qui compte, pour le moment. Le lendemain matin, j'étais assise en face de Russell Tate, dans son bureau du centre-ville. C'était un ancien collègue de Patty, la cinquantaine, avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Le genre d'avocat qui parle comme s'il facturait à la syllabe, mais qui pèse chacun de ses mots. Il a examiné les documents pendant 20 minutes, l'acte de vente, les registres fonciers. Les déclarations d'impôts, le tout à mon nom. Aucun bail avec Dalton, aucun contrat de location, aucune autorisation écrite d'aucune sorte. Russell a levé les yeux. Qui a payé les impôts fonciers? C'est moi, chaque année. Le prêt immobilier a été remboursé en totalité. Lors de la signature. Elle est à moi. Libre de toute dette. Il a retiré ses lunettes. Mademoiselle Mercé, votre frère n'a aucun droit légal sur cette propriété. Pas de bail. Pas de contrat, pas d'intérêt en equity. Légalement? Il est un invité dans votre maison. Rien de plus. Un invité. Dalton avait vécu dans une maison à 7 cents, $000, y avait organisé des fêtes de Noël. Y avait planifié son mariage, et avait dit à tout le monde qu'elle était à lui. Mais légalement, c'était un simple invité. J'ai posé une seule question à Russell, si je la vends, peut-il m'en empêcher? Non. Ce mot a résonné dans la pièce, comme une pierre jetée dans une eau calme. Karen m'a appelé 2 jours plus tard, avec une nouvelle qui m'a coupé le souffle. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. J'étais à la fête de fiançailles le mois dernier, celle au club des Ashford. Je n'y avais pas été invité non plus, évidemment. Dalton a porté un toast. Il a remercié Gérald. L'a appelé sa seule famille. Et quand l'oncle de Nicole lui a demandé s'il avait des frères et sœurs. Karen a fait une pause. Il a répondu, juste moi, je suis fils unique. J'ai fermé les yeux. Sierra, tu es là. Je suis là. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai tout passé au peigne fin. Les réseaux sociaux de Nicole, ceux de Dalton. Chaque photo, chaque identification, chaque commentaire des 2 dernières années. Le fil de Nicole, des vacances avec Dalton, des dîners avec Gérald, des fêtes à la maison. Et pas une seule photo de moi, pas une seule mention. Le fil de Dalton, il était remonté en arrière. Et avait supprimé ou recadré toutes les anciennes photos de famille, où j'apparaissais. Les fêtes d'anniversaire, les repas de Thanksgiving, et même la cérémonie en mémoire de notre mère. Sur chaque image, j'avais tout simplement disparu, comme si on m'avait découpé avec des ciseaux. Puis, j'ai trouvé la publication qui m'a fait trembler les mains. C'était Nicole, il y a 6 mois. Une photo de Gérald à table, en train de rire, son verre de vin levé. La légende, tellement reconnaissante pour le père de Dalton, Gérald. Le plus adorable des beaux-pères. Juste nous, une petite famille. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais la publication qui m'a anéanti, était plus ancienne. C'était Dalton, répondant à un commentaire sous une photo de la maison, où quelqu'un avait écrit. Endroit magnifique. Comment avez-vous fait pour vous l'offrir? Et Dalton avait répondu, papa nous a donné un coup de main. La famille prend soin de la famille. Il avait attribué le mérite de ma maison à Gérald, et Gérald l'avait laissé faire. J'ai pris des captures d'écran de tout ça. J'ai tout sauvegardé. Et j'ai fermé mon ordinateur. Il ne m'avait pas seulement coupé de sa vie. Il avait réécrit l'histoire. Et dans sa version, je n'avais jamais existé. Je suis resté longtemps assise dans mon appartement, cette nuit-là.
Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait que la lueur du lampadaire, à travers la fenêtre, et une photo encadrée de ma mère. Sur l'étagère près de la porte. Elle avait 31 ans sur cette photo, mon âge d'aujourd'hui, et elle me tenait bébé dans ses bras. Souriant comme si le monde avait un sens. J'ai pensé à ce qu'elle dirait, si elle pouvait voir ça. Tout ça. La maison, le silence, les photos recadrées, et les mensonges. Et j'ai entendu sa voix. Pas littéralement, mais de la manière dont on entend quelqu'un qu'on a aimé si profondément. Que ces mots continuent de vivre dans nos os. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas à la hauteur. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Russell. Mettez la maison en vente. Une pause. Vous en êtes certaine? Une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. J'en suis certaine. Ça a pris 3 semaines. Russell a trouvé un acheteur, une jeune famille qui déménageait d'un autre état. Ils ont adoré la maison. Ils ont offert le prix fort, sans aucune condition suspensive. Une transaction parfaite. La date de signature, le 14 juin, soit un jour avant le mariage. J'ai signé les papiers dans le bureau de Russell, un mardi après-midi. La maison a changé de propriétaire à 16h17. Elle n'était plus à moi, ce qui voulait dire qu'elle n'était plus à Dalton non plus. Russell a préparé l'avis d'expulsion. 30 jours, comme le veut la norme, tout à fait légal. J'ai choisi la date de livraison, le 15 juin, le matin du mariage. Patty est restée avec moi, ce soir-là. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste versé 2 verres de vin, et elle a attendu. « Comment veux-tu procéder » a-t-elle demandé. Discrètement, ai-je répondu. Je veux juste qu'ils connaissent la vérité. Je suis restée assise là, un long moment après son départ. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'étais vide. C'était comme si j'avais amputé une partie de mon corps, qui était morte depuis des années. Mais dont j'avais eu trop peur de me séparer. Si vous avez déjà eu à choisir entre la loyauté et le respect de vous-même. Vous savez exactement ce que l'on ressent. Auriez-vous fait la même chose? J'adorerais lire votre réponse dans les commentaires. Le 15 juin, un samedi. 28 degrés, un ciel dégagé. J'ai conduit jusqu'au quartier, à 18h30. Pas jusqu'à la maison, mais au bout de la rue, d'où je pouvais voir l'allée de loin. Je me suis garé sous un chêne, et j'ai coupé le moteur. La maison était magnifique. Je dois bien le leur accorder. Des guirlandes lumineuses blanches le long de la clôture, des lanternes bordant l'allée. Et des voitures entassées dans la rue, des BMW, quelques Mercedes. Et un Escalade noir qui appartenait sans doute à Margaret Ashford. À travers les fenêtres ouvertes, je pouvais entendre du jazz, des rires, le tintement des verres. 200 personnes, en train de faire la fête dans une maison qu'ils croyaient appartenir aux mariés. Mon téléphone a sonné. Je suis à l'intérieur, a chuchoté Karen. Sierra, c'est splendide. Les fleurs. La nourriture. Il y a un quatuor à cordes sur la terrasse. Il rayonne. Il porte un costume gris. Nicole est éblouissante. Ils viennent de faire la première danse. Une pause. Sierra, je suis tellement désolé que tu ne sois pas là. Ce n'est pas grave, ai-je dit, ce qui était un mensonge. Mais parfois, certains mensonges sont juste une preuve de bonté, que l'on s'accorde à soi-même. Puis, Karen a prononcé la phrase qui a tout scellé. Il vient de faire son discours. Il a remercié Gérald de, et je cite, m'avoir tout donné. Y compris cette magnifique maison. Gérald s'est levé, et a salué la foule. Les gens ont applaudi. J'ai serré le volant de toutes mes forces. Et Sierra. Il a dit qu'il aurait aimé que sa mère soit là. Il a dit qu'elle était la seule. Personne manquante ce soir. La seule personne manquante. J'étais à 200 mètres de là, assise dans une voiture garée sur la voie publique. En train d'écouter mon frère m'effacer en temps réel. Depuis une scène construite à l'intérieur d'une maison que j'avais payée. Et selon lui,
La seule chaise vide à ce mariage appartenait à une femme, morte 17 ans plus tôt. Je n'étais pas manquante. J'avais été supprimée. Et maintenant, il était temps pour moi, de me retirer définitivement de l'équation. J'ai appelé Russell à 20h41. Envoyez-le. Vous êtes sûr? Oui. Russell a envoyé 2 choses en même temps. D'abord, l'avis d'expulsion officiel. Livré à l'adresse de la propriété, par un service de coursier, avec remise contre signature. 30 jours. Le délai standard. Ensuite, un email destiné à Dalton, Gérald et Nicole. Pour tous les 3, un seul message. Je l'avais rédigé la veille. Je l'avais révisé 4 fois. Et chaque version était devenue plus courte. La version finale faisait 6 lignes. La propriété située au 114 Maplecrest Drive a été vendue. La transaction a été conclue le 14 juin. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux. Vous trouverez 6 juin. 1. Une copie de l'acte de propriété à mon nom. 2. Le compromis de vente signé. Et 3. L'avis officiel d'expulsion. Je vous souhaite à tous les deux un heureux mariage. Sierra. Pas de point d'exclamation, pas d'accusation, pas d'émotion. Juste des faits, des documents, et une date butoir. J'ai joint 3 fichiers PDF, l'acte de propriété, avec mon nom, clair comme de l'eau de roche. Le contrat de vente, avec l'acheteur, le prix, et la date de clôture. Et c'était fait. Enfin, l'avis de 30 jours, tapé sur le papier à en-tête du cabinet de Russell. Chaque case était cochée, chaque ligne était parfaitement légale. J'ai cliqué sur envoyer à 20h47. La musique de jazz jouait toujours. Je l'entendais faiblement, à travers les fenêtres ouvertes, à 200 mètres de là. Quelqu'un a ri. Un grand rire, généreux, arrosé au champagne. Le genre de rire qu'on entend dans les mariages, quand les gens pensent que tout est parfait. J'ai tourné la clé de contact. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas appelé Karen. Je n'ai pas appelé Patty. Je n'ai pas jeté un œil dans le rétroviseur. Je suis entré dans mon appartement. Je me suis lavé le visage. Je me suis brossé les dents. Et je me suis mis au lit, où j'ai dormi profondément, sans faire le moindre rêve. Pour la première fois depuis des mois, peu importe ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. Ce n'était plus ma maison, et ce n'était plus mon problème. Karen m'a appelé à 9h le lendemain matin. J'ai d'abord préparé du café. Puis, j'ai répondu. Sierra? Oh mon Dieu, raconte-moi, ai-je dit. Elle m'a tout raconté. Vers 21h, soit 12 minutes après l'envoi de mon email, Dalton a sorti son téléphone de sa veste. Pendant un toast porté par l'oncle de Nicole. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Puis, il est devenu tout blanc. Pas rouge, ni rougeau, mais blanc, comme si tout son sang avait quitté son visage d'un seul coup. Il s'est excusé, et a rejoint Gérald près du bar. Karen était assez proche pour entendre Gérald dire « Comment ça, vendu ?» Ensuite, Dalton a sifflé quelque chose qu'elle n'a pas pu entendre. Et la mâchoire de Gérald s'est contractée, comme un câble tendu à l'extrême. Ils se sont déplacés vers le couloir. La dispute était silencieuse, contrôlée, de la façon dont les hommes se disputent. Lorsqu'ils sont entourés de personnes qu'ils doivent impressionner. Mais leur langage corporel hurlait la vérité. Gérald pointait un doigt sec vers le sol. Dalton pressait sa paume contre le mur, comme s'il en avait besoin pour rester debout. Nicole l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. C'était son mariage. Elle s'est approchée, dans sa robe blanche, et a touché le bras de Dalton. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Tu as l'air d'être sur le point de vomir. Elle a vu le téléphone dans sa main. Elle l'a pris. Elle a lu l'email. Le couloir est devenu très silencieux. Qui est Sierra Mercé? A demandé Nicole. La bouche de Dalton s'est ouverte. Rien n'en est sorti pendant 3 bonnes secondes. Puis, personne. Nicole a regardé la pièce jointe.
L'acte de propriété. Mon nom. L'adresse où il se trouvait à cet instant précis. L'acte est au nom de Sierra Mercé. Tu m'avais dit que c'était la maison de ton père. Dalton a tendu la main vers le téléphone. Nicole l'a retiré vivement. Margaret Ashford est apparue au bout du couloir. Robe en soie, boucle d'oreille en perles. Et un visage capable de cerner l'ambiance d'une pièce à 10 mètres de distance. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Nicole a tourné l'écran vers sa mère. Margaret a lu. Elle a regardé Dalton. Elle a regardé Gérald. Puis, elle a pris sa pochette, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Margaret n'est pas partie. Elle s'est arrêtée devant la porte d'entrée, s'est retournée, et est revenue sur ses pas. C'était encore pire. Elle s'est plantée devant Dalton, dans le hall. Là où le quatuor à cordes jouait 10 minutes plus tôt. Et où une douzaine d'invités faisaient maintenant semblant de ne pas regarder. Ma fille t'a posé une question simple, a dit Margaret. Qui est Sierra Mercé? Dalton a passé une main dans ses cheveux. Il a essayé de sourire. L'effet a été raté. C'est compliqué. C'est un membre éloigné de la famille. Karen s'est avancée. Elle m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas prévu de le faire. Mais elle avait bu 2 verres de champagne, et après m'avoir vu me faire effacer pendant 17 ans. Quelque chose en elle a tout simplement cédé. C'est sa sœur, a lâché Karen. Sa petite sœur, et c'est elle qui a acheté cette maison. La pièce a été plongée dans le silence. Pas un silence de cinéma. Un vrai silence. Le genre de silence où l'on peut entendre la chaussure de quelqu'un glisser sur le parquet. Margaret a regardé Gérald. Vous avez une fille? Gérald a redressé les épaules. Une vieille habitude. Ce sont des affaires de famille. C'est devenu l'affaire de ma famille, à la seconde où ma fille a épousé vos mensonges. Ce mot mensonge a claqué comme une gifle. Gérald a tressailli. Il a physiquement tressailli. Je ne l'avais jamais vu tressaillir face à quoi que ce soit, de toute ma vie. Et je n'étais même pas là. Mais Karen l'a décrit avec une telle précision, que j'ai pu l'imaginer. Nicole se tenait entre sa mère et son mari. Avec un regard que Karen a décrit comme celui de quelqu'un regardant sa propre maison brûler en direct. Elle s'est tournée vers Dalton. Tu m'avais dit que tu étais fils unique. Nicole, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as dit que ton père avait acheté cette maison. Ce n'est pas ce que. Sur quoi d'autre as-tu menti? Cette question est restée suspendue en l'air. Pas seulement à propos de la maison, pas seulement à propos de moi, mais à propos de tout le reste. La fondation entière de leur mariage, vieux d'à peine un jour, était en train de se fissurer sous les yeux de 200 personnes. Le visage de Dalton est passé par 3 étapes. Karen les a comptées. D'abord, le déni. Il a pointé Karen du doigt, comme si elle venait de déclencher l'alarme incendie. Karen ne sait pas de quoi elle parle. C'est l'amie de Sierra. Elle n'est pas objective. Karen n'a pas scié. Je suis allé au lycée avec vous deux. Dalton. J'étais aux funérailles de ta mère. Je t'ai vu dîner à la table de Sierra, pendant 16 ans. Deuxièmement, la dérobade. Dalton s'est tourné vers la salle, vers les invités, vers quiconque voulait bien l'écouter. Et a écarté les bras. Sierra a toujours été comme ça. Elle est jalouse. Elle essaie de ruiner mon mariage. Parce qu'elle ne supporte pas de me voir heureux. La voix de Margaret a tranché dans le vif. Elle n'est pas venue à votre mariage, Dalton. Vous ne l'avez pas laissé faire. Troisièmement, l'effondrement. Dalton a regardé Gérald, de la manière dont un enfant regarde un parent. Quand le professeur le surprend en train de tricher. Aide-moi à arranger ça. Gérald n'a pas bougé. Sa bouche ne formait plus qu'une ligne fine. Ses mains étaient dans ses poches. Pour la première fois de ma vie, d'après le récit de Karen. Gérald Mercé n'avait absolument rien à dire. Pas de sermon, pas de diversion.
Pas de « ce sont des affaires de famille ». Juste le silence, venant d'un homme qui avait passé 63 ans de sa vie à toujours avoir le dernier mot. Nicole s'est levée de la chaise qu'on lui avait apportée. Elle a lissé l'avant de sa robe. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a dit, très calmement, « J'ai besoin d'air ». Elle est sortie. 2 de ses demoiselles d'honneur l'ont suivie. Puis sa tante, puis sa cousine, et enfin Margaret. Celle-ci s'est arrêtée à la porte, et a regardé Gérald. Avec une expression que Karen a décrite comme marquant la fin de quelque chose. Le DJ avait coupé la musique 20 minutes plus tôt. Personne ne lui a demandé de la remettre. Dalton se tenait seul, dans le hall d'entrée. Les invités défilaient devant lui, par petits groupes murmurants, récupérant leurs manteaux et leurs sacs à main. Personne n'a dit au revoir. La dernière voiture est partie à 23h14. Gérald m'a appelé à 7h le lendemain matin. Dimanche. J'étais assise à la table de ma cuisine, avec un café et le journal. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était basse, et elle tremblait. Pas de chagrin. Mais de rage. « J'ai vendu ma maison, papa. » « Tu as ruiné le mariage de ton frère. » « Non, j'ai vendu ma propriété. C'est mon droit le plus strict. » « Tu dois réparer ça. Appelle l'acheteur. Annule la vente. » « C'est fait, papa. Ce n'est plus ma maison. Tu as fait ça pour lui faire du mal. » J'ai posé ma tasse de café. « Non, j'ai fait ça parce qu'il m'a effacé de sa vie. Et toi aussi. » Silence. Je pouvais entendre sa respiration. Lourde, irrégulière. La respiration d'un homme qui n'a pas l'habitude de perdre lors d'une conversation. Puis, il a sorti la seule arme qui lui restait. « Ta mère aurait honte de toi. » Et voilà. La carte maîtresse. L'invocation d'une femme morte, incapable de parler pour elle-même. Utilisée par l'homme qui avait brisé chacune des promesses qu'il lui avait faites. Ma voix n'a pas tremblé. Je tiens à ce que ce soit clair. Elle n'a pas tremblé, et elle ne s'est pas élevée. Maman aurait honte de ce que tu as fait à sa fille. Plus rien. 5 secondes. 10 secondes. Ne m'appelle plus jamais, Sierra. Ce n'était pas dans mes projets, papa. Il a raccroché. Je suis restée assise là. Le café a refroidi. Le journal est resté sur la table, sans être lu. L'appartement était silencieux, de cette manière unique dont seules les pièces vides peuvent l'être. Le genre de silence qui a un poids. C'était la dernière conversation que j'ai eue avec mon père. Pas la dernière fois qu'il a essayé de me joindre, ça, c'est venu plus tard. Par l'intermédiaire d'autres personnes, sur un ton plus doux. Mais c'était la dernière fois que je décrochais le téléphone pour Gérald Mercé. Certaines portes se ferment en claquant. Celle-ci s'est fermée avec un simple déclic. Et c'est moi qui ai tourné la clé dans la serrure. Dalton a appelé lundi après-midi. J'ai failli ne pas répondre. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin d'entendre ce qu'il allait dire. Pas pour nourrir de l'espoir. Plus maintenant. Mais pour tourner la page. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix était éraillée. Rauque. La voix d'un homme qui avait passé la nuit à se disputer, ou à pleurer, ou bien les deux. C'est ma maison, Sierra. Ça n'a jamais été ta maison, Dalton. C'était la mienne. Je t'ai juste laissé y vivre. Je vais te traîner en justice. Vas-y. L'acte est à mon nom. Il l'a toujours été. Silence. Puis, le revirement est arrivé. Je l'attendais. Le moment où il est passé de la rage au charme, de l'arme à l'outil de manipulation. Sierra, s'il te plaît. Son ton a baissé. Plus doux, presque chaleureux. Nous sommes une famille. Je sais que les choses n'ont pas été parfaites. Mais nous pouvons arranger ça. Je parlerai à Nicole. Nous t'inviterons à dîner. Nous pourrons.
Tu as dit à ta femme que je n'existais pas. La phrase s'est dressée entre nous, comme un mur. Je peux t'expliquer. Ce n'est pas la peine. Je comprends parfaitement. Sierra. Je t'en prie. Nicole est furieuse. Sa mère ne répond plus à mes appels. Si tu pouvais juste. Juste quoi? Réparer tes bêtises à ta place, comme je l'ai toujours fait? Il n'a pas répondu. Tu as 30 jours. C'est la loi. Je te suggère de les mettre à profit. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est plus mon problème, Dalton. Une autre pause, puis, tout doucement, et c'est la partie qui a failli m'atteindre. Je suis désolé. 3 mots. Avec 17 ans de retard. Désolé pourquoi, ai-je demandé. Et il n'a pas pu répondre. Il était littéralement incapable de nommer la chose pour laquelle il s'excusait. Parce que la nommer, ce serait admettre que ça s'était produit. Et admettre que ça s'était produit, cela signifierait qu'il n'était pas la victime de l'histoire. Au revoir, Dalton. J'ai raccroché. Ma main était ferme. J'avais mal à la poitrine, mais ma main était ferme, et c'est ce qui comptait le plus. Russell a appelé mercredi matin, pour me confirmer ce que je savais déjà. La vente a été entièrement enregistrée. Le titre de propriété a été transféré. Les fonds ont été déposés sur votre compte. Une pause. C'est fait, Sierra. Propre et légal. Propre et légal. 3 mots qui, d'une certaine manière, semblaient peser plus lourd que les 770 000 $ qui reposaient sur mon compte bancaire. Dalton a engagé un avocat. Bien sûr que oui. Gérald a probablement payé les frais, mais ça n'avait pas d'importance. Russell m'a raconté plus tard, par l'intermédiaire d'un collègue, que l'avocat de Dalton avait examiné les documents pendant environ 15 minutes. Avant de rendre son verdict. Vous n'avez pas de dossier. Elle était propriétaire du bien. Il n'y avait pas de bail. Pas de contrat de location, aucun accord écrit d'aucune sorte. Vous n'avez aucun recours légal. Dalton avait vécu dans ma maison pendant 2 ans, l'avait décorée, y avait organisé des fêtes. Y avait planifié son mariage, et avait dit à 200 personnes que c'était chez lui. Et légalement, il n'avait rien. Pas un seul bout de papier portant son nom. Parce qu'il n'avait jamais pensé à demander, parce qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit. Que la sœur qu'il avait effacée, pourrait un jour avoir besoin de prouver qu'elle existait. Il avait 30 jours pour déménager. Lui et Nicole, jeunes mariés, en train de faire leur carton. Nicole n'a pas demandé le divorce. J'en étais soulagé. Pas pour le bien de Dalton. Mais parce que je ne voulais pas être la grenade qui détruirait un mariage. Ce que je voulais, c'était que la vérité éclate au grand jour. Ce qui s'est passé ensuite ne regardait qu'eux, mais Nicole avait posé ses conditions. Karen l'a appris par le bouche à oreille, thérapie de couple, transparence financière totale. Et une conversation avec moi. Cette dernière condition ne dépendait que de moi. Nicole a cherché à me joindre, par l'intermédiaire de Karen. Dis-lui que j'apprécie sa proposition, ai-je répondu. Mais pas tout de suite. Et peut-être même jamais. C'était mon choix. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris une décision concernant ma famille. Sans me demander s'ils l'approuveraient. J'ai eu l'impression de respirer à nouveau, après avoir retenu mon souffle pendant 17 ans. Le truc, quand vous avez 200 témoins, c'est qu'on ne peut pas remettre la vérité dans sa boîte. En moins d'une semaine. L'histoire avait fait le tour de tous les cercles que Dalton et Gérald avaient passé des années à cultiver avec soin. Le club de golf, le voisinage, le groupe d'amis de Gérald, les sœurs de la sororité de Nicole. Et les collègues de travail de Dalton. La version changeait, en fonction de la personne qui la racontait. Mais la trame restait toujours la même, la sœur du marié lui a acheté une maison. S'est fait effacer de la famille, et a vendu la maison le jour du mariage. Chaque récit se terminait de la même manière, par un sifflement grave, ou un lancing de tête.
Margaret Ashford l'a raconté à son club de lecture. Karen me l'a confirmé. Les mots exacts de Margaret, d'après ce qu'on m'a dit, s'il a menti sur le fait d'avoir une sœur. Que cache-t-il d'autre? Cette phrase s'est propagée dans le cercle social des Ashford, comme une traînée de poudre. À la fin du mois, Dalton était passé du statut de gendre idéal à celui du type sur lequel la fille de Margaret aurait dû se renseigner davantage. C'est Gérald qui l'a le plus mal vécu, en public. Ses partenaires de golf, des hommes qu'il connaissait depuis des décennies, ont commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. L'un d'eux, un juge à la retraite prénommé Walter, le lui a dit en face, pendant un déjeuner. « Tu as mis ta propre fille à l'écart, Jerry, celle-là même qui a acheté sa maison au garçon. » Gérald a quitté le restaurant avant l'arrivée de l'addition. Karen a entendu cette histoire de façon indirecte, mais j'y crois. Parce que toute l'identité de Gérald était construite sur le fait d'être un homme respectable. Un bon père de famille, celui qui pourvoyait aux besoins des siens. Et maintenant, les personnes qu'il respectait le plus le regardaient. Et voyaient quelqu'un de totalement différent. Dalton et Nicole ont emménagé dans un appartement de 3 pièces, à l'autre bout de la ville. Pas de jardin, pas de guirlandes lumineuses, et pas de terrasse pour accueillir un quatuor à cordes. La maison de Maplecrest Drive, mon ancienne maison, appartenait maintenant à la famille Brennan. Un jeune couple, avec 2 enfants. Ils ont repeint la porte d'entrée en rouge. Je suis passé devant une fois, juste une seule fois. Le rouge lui allait bien. Patty m'en a parlé une semaine plus tard. Elle avait demandé à Gérald de la retrouver, dans un café en centre-ville. Un lieu public, un terrain neutre. Il est venu, ce qui l'a surprise. Il avait l'air plus vieux, m'a dit Patty. Comme si 10 ans lui étaient tombés dessus, en l'espace de 10 jours. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Patty ne faisait jamais dans la dentelle. Linda m'a demandé de veiller sur Sierra. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle savait que tu ne le ferais pas. La main de Gérald s'est crispée autour de sa tasse de café. Ne mêle pas Linda à ça. Linda est mêlée à ça. Elle l'a toujours été. Elle avait vu ce que tu faisais. Bien avant de mourir. Elle me l'a dit. Elle t'a dit quoi? Que tu avais déjà choisi Dalton. Que tu avais déjà décidé que Sierra passerait en second. Elle m'a fait promettre. Pas seulement de veiller sur cette fille, mais d'être prête. Parce qu'elle savait. Gérald a fixé la table. Patty a dit que sa mâchoire se contractait. Les muscles bougeaient, comme s'il mâchait des mots qu'il n'arrivait pas à avaler. Elle ne m'a pas demandé d'être la marraine de Sierra par simple tradition. Gérald. Elle me l'a demandé parce qu'elle avait peur de ce que tu ferais à cette fille. Quand elle ne serait plus là pour la protéger. Elle a fait une pause. Et elle avait raison. Gérald s'est levé. Il n'a pas reculé sa chaise. Il s'est simplement redressé, comme un homme quittant le banc d'une église. Il a posé un billet de 20 sur la table. Et il est sorti, sans se retourner. Patty m'a appelé ce soir-là. Sa voix était posée mais douce, de la manière dont elle devient quand on a porté un lourd fardeau. Et qu'on le pose enfin. J'ai dit ce que ta mère aurait dit. Le reste ne dépend plus que de lui. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille pendant un long moment, après avoir raccroché. Ma mère était morte depuis 17 ans, et elle continuait de me protéger. Certaines personnes laissent des instructions. Ma mère, elle, m'a laissé un bouclier. Les gens me posent toujours des questions sur l'argent. 770,000 $, c'est beaucoup d'argent. Ils veulent savoir si je l'ai gardé, si je l'ai dépensé. Si j'ai eu l'impression de gagner le gros lot. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à un remboursement. J'ai remboursé mes prêts étudiants restants. Ceux que j'avais dû contracter, parce que mon fonds d'études avait été vidé. Bien avant que je n'en voie la couleur. Ça m'a semblé juste. J'ai eu l'impression de boucler la boucle. Ensuite, je me suis assise avec Patty et Russell, et nous avons construit quelque chose. La fondation Linda Mercer. Un fonds de bourse d'études,
destiné aux jeunes femmes ayant perdu leur mère très tôt. Et qui essayaient de s'en sortir par elles-mêmes. Pas seulement pour payer les frais de scolarité, mais aussi les frais de licence. Les coûts de certification, les cautions du premier mois de loyer. Toutes ces choses pratiques, auxquelles personne ne pense, quand on vous dit « travaille dur ». Et tout ira bien pour toi. Je ne l'ai pas nommé d'après moi. Je l'ai nommé d'après la femme qui a vu 17 ans dans le futur, et qui a élaboré un plan. Pour protéger la fille qu'elle ne verrait pas grandir. Patty s'est occupée de la structure juridique. Russell a fait les démarches administratives. J'ai financé le tout avec un tiers du produit de la vente. Pas de communiqué de presse, pas de soirée de gala, pas de publication sur les réseaux sociaux. Juste un formulaire, un compte bancaire, et une mission. Avec ce qu'il restait, je me suis acheté une maison. Une petite maison, avec 2 chambres, un porche, et une fenêtre de cuisine orientée vers l'est. Pour que la lumière du matin entre, pendant que je bois mon café. L'acte de propriété est à mon nom, et uniquement à mon nom. Le jour où j'ai emménagé, j'ai déballé un carton avant tout le reste. À l'intérieur, se trouvait la photo encadrée de ma mère. Celle où elle a 31 ans, me tenant dans ses bras, avec un grand sourire. Je l'ai posée sur l'étagère, près de la porte d'entrée. Pour qu'elle soit la première chose que je vois, quand je rentre à la maison. Cette fois-ci, ai-je dit à la pièce vide, j'ai acheté une maison, juste pour moi. 3 mois ont passé. Dalton et Nicole sont restés ensemble. J'ai appris par Karen que Nicole avait dicté ses conditions, une thérapie de couple chaque semaine. Sans exception. Une transparence financière totale, chaque compte, chaque dette, chaque dollar. Et enfin, une conversation honnête sur sa famille. Toute la vérité, sans la moindre censure. Dalton a accepté. Qu'il aille jusqu'au bout ou non, cela ne me regardait plus. Il m'a envoyé une lettre, écrite à la main, ce qui m'a surprise. 2 pages. L'écriture était brouillonne. Le genre d'écriture qui vient quand on écrit vite, de peur de perdre son courage. Il ne s'est pas excusé. Pas exactement. Il a écrit, je sais que j'ai tout gâché. Il a écrit, je ne sais pas comment réparer ça. Il a ajouté, Nicole n'arrête pas de poser des questions sur toi, et je ne sais pas quoi lui dire. Parce que je ne te connais plus, et c'est de ma faute. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai plié, et je l'ai rangé dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le détestais, mais parce que je n'étais pas prête. Et pour la première fois de ma vie, j'ai accepté que le simple fait de ne pas être prête soit une réponse suffisante. Gérald ne m'a pas contacté. Pas de lettre, pas d'appel, aucun message relayé par qui que ce soit. Juste le silence. Le même silence qu'il m'avait infligé, tout au long de ma vie. Sauf que maintenant, c'était le seul langage qui lui restait. Je ne l'ai pas attendu. J'en avais fini d'attendre. Les jeudis soirs sont devenus mon point d'ancrage. Patty et moi dînions ensemble, chaque semaine. Chez elle. Chez moi. Au restaurant italien sur Elm Street, où le patron connaissait nos commandes par cœur. Parfois, Karen se joignait à nous. Parfois, Russell venait avec sa femme. Nous mangions. Nous discutions. Nous rigolions de choses, qui n'avaient absolument rien à voir avec Dalton, Gérald. Ou la maison de Maplecrest. C'était ma famille maintenant. Pas celle dans laquelle j'étais né, mais celle que j'avais construite. Et personne, à cette table, ne m'a jamais obligé à prouver que je méritais ma place. Je suis debout sur mon porche, alors que je termine de vous raconter tout ça. C'est un petit porche, juste assez grand pour 2 chaises. Et une jardinière que j'oublie tout le temps d'arroser. La maison derrière moi n'a rien d'exceptionnel. Mais l'acte de propriété est à mon nom. Le prêt est remboursé. Et jamais personne, à l'intérieur de ces murs, ne m'a dit que je n'y avais pas ma place. Avant, je pensais que la famille était synonyme de sacrifice. Que si je donnais suffisamment assez d'argent, assez de patience. Et assez de silence, les personnes qui partageaient mon sang finiraient par me voir. J'avais tort.
Pas sur le fait de donner, mais sur les personnes à qui je donnais. Je n'ai pas vendu cette maison par colère. Je l'ai vendue parce que j'ai enfin compris que je valais bien plus qu'une simple chambre d'amis. Dans ma propre vie. Que je méritais une place à la table. Pas parce que j'avais acheté la table, mais parce que je suis une personne qui compte. Si vous êtes dans une famille où vous êtes toujours celui qui donne, et jamais celui qui reçoit. Où votre amour est traité comme un simple abonnement. Qu'ils peuvent résilier dès que ça ne les arrange plus. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour arrêter de donner. Vous n'avez pas besoin qu'ils reconnaissent votre douleur pour avoir le droit de guérir. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte. Et c'est à vous de décider qui a le droit de la franchir. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite avec Dalton. Peut-être qu'un jour, je serai prête à m'asseoir en face de lui, et à l'écouter. Ou peut-être pas. Et j'en ai tout à fait le droit. Je ne sais pas non plus pour Gérald. J'ai arrêté d'essayer de comprendre un homme, qui n'a jamais appris à me voir. Peut-être que les mots de Patty ont planté une petite graine en lui. Ou peut-être pas. C'est son travail à lui, pas le mien. Tout ce que je sais, c'est ceci, j'ai 31 ans. J'ai une maison, qui est à moi. J'ai des personnes, qui m'ont choisi. Et le nom de ma mère figure sur une fondation. Qui est des filles qui me rappellent celle que j'étais à 18 ans, seule, fauchée, mais pas brisée. Si vous avez déjà eu à choisir entre garder votre famille, et vous préserver vous-même. J'ai envie d'entendre votre histoire. Racontez-la moi dans les commentaires. Je vous lirai. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce récit. Si ça a touché quelque chose en vous, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous. Pas parce que je vous le demande. Mais parce que quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'entendre ça, lui aussi. Partagez cette vidéo avec lui. Et si vous êtes prêt pour une autre histoire, qui parle de s'affirmer et de trouver sa véritable place. Il y a un lien dans la description qui vous attend. Je vous y retrouverai. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous n'en faisiez jamais trop. C'est juste eux, qui n'avaient pas grand-chose à offrir. À la prochaine.